Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono, 20 minutes pour revenir ensemble sur toute l'actualité sportive du week-end. Nous sommes le lundi 30 octobre et voici le sommaire. Et on va commencer avec du basket et un week-end contrasté pour les clubs vendéens. Le RVBC avait la tête au nord, de son côté fin de série pour Challans qui s'est manqué face au promu Poissy. Sur les terrains de football, week-end de 6e tour de Coupe de France, 6 clubs toujours en course côté garçons, 4 chez les féminines qui a validé son billet pour le 7e tour. Réponse dans cette émission du foot et du futsal aussi à suivre à Montaigu, finale de haute volée entre la France et l'Espagne pour cette 5e édition de la Montaigu Futsal Cup. Et puis enfin des images, vous le verrez, de force athlétique, la discipline vaut le détour et nous vous la ferons découvrir en fin d'émission. Tout cela et bien d'autres choses encore, c'est le menu de votre 85 chrono qui démarre tout de suite. Cette émission avec du basket après leur carton jeudi soir en Eurocup. C'était aux Zgouderi, place désormais au championnat pour La Roche Vendée Basket. Le RVBC voyageait dans le Nord. Hier après-midi, rencontre de la 7e journée face à Saint-Amand, bon dernier du championnat. Entame de match timide pour les Vendéennes déjà reléguées à 12 longueurs après 6 minutes de jeu. La Roche boucle un premier quart-temps délicat. De meilleures intentions en début de deuxième quart, mais les Amandinoises continuent de creuser l'écart. À la pause, le RVBC est derrière 55 à 39, les nordistes meilleurs au contre et plus à droite dans la raquette maintiennent la distance bien emmenée par Marthe Grace, 23 points et meilleure marqueuse du match. Le sort de la partie semble déjà scellé avant même d'aborder les 10 dernières minutes puisque Saint-Amand mène 74 à 51, 23 points d'écart. Le retard est bien trop lourd. Les Tigresses s'inclinent logiquement dans une rencontre où elles auront peiné à exister. À l'arrivée, l'addition est lourde, 89 à 60. L'occasion après ce nouveau revers en championnat de jeter un coup d'œil sur le bilan comptable des Tigresses après cette 6e journée de Ligue féminine. Les Lyonnaises poursuivent leur descente au classement avec cette 3e défaite de rang. Vous le voyez, le RVBC pointe à la 10e place en position pour disputer les playdowns. On poursuit en basket et place désormais à la Nationale 1 masculine. La 7e journée avait lieu vendredi soir. Le Vendée Challans Basket 5e recevait l'équipe de Poissy, 10e au classement. Dynamique à l'avantage des Vendéens, fort de 2 succès consécutifs. Les visiteurs restaient eux sur 3 défaites, des états de forme discordants, mais sur le terrain la différence n'était pas si flagrante. Bien entrés dans cette partie, les Chalandais imposent d'abord leur rythme, 13 à 6 après 5 minutes. En face, le promu Pissiaquet muscle son jeu pour revenir à une longueur, 16-15 pour les Vendéens après 10 minutes. L'entame du deuxième quart est plus timoré. Les Yvelinois reprennent le match en main et bousculent le collectif chalandais. Trop de pertes de balles côté VCB. Poissy règle la mire et mène logiquement plus 3 à la mi-temps, 38 à 35. Après la pause, Challans semble se remettre la tête à l'endroit. La rencontre est plus disputée. Le VCB reste au contact, 57 à 54 à la fin du 3e quart. Et alors que les deux équipes sont encore dans un mouchoir de poche à l'entame du Money Time, c'est Poissy qui va se détacher. Meilleur au contre au lancer franc. Les Pissiaquais montrent plus d'envie. 9 points à la suite et le promu s'offre une fin de match plus tranquille. Moins de 2 minutes à jouer. La messe semble dite. Challans va même couler en fin de rencontre et terminer 14 points derrière. Le VCB s'incline donc 77-91. Une prestation qui n'a pas plu au coach du VCB, Sébastien Lambert. Loin s'en faut, on l'écoute au micro de Thibaut Grasset, suivi de son homologue pour Poissy. On n'a pas été à la hauteur ce soir du match parce que quelque part on a manqué d'humilité, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. On fait des efforts mais par intermittence. Dans le jeu, on est concentré une fois sur deux. On se cherche beaucoup trop individuellement pour être efficace collectivement, ce qui fait que quand on a des runs qui peuvent être intéressants pour reprendre le rythme du match, on se retrouve sur des tirs forcés, on se retrouve sur un manque d'alternance, on se retrouve sur des systèmes de jeu qui ne sont pas exécutés, tels qu'ils doivent être exécutés. Il n'y a pas de match facile en National 1 et il n'y a pas de match sans effort. Aujourd'hui, on sélectionne nos efforts. Mais pourquoi on sélectionne nos efforts? On est qui pour sélectionner nos efforts? À la date d'aujourd'hui, on n'est pas premier invaincu ou après 17 journées ou je ne sais quoi. Donc c'est tout, c'est un manque d'humilité, point. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un match qui va faire du bien dans les têtes. Alors, le championnat est très long, hein. Peut-être que mardi, ça sera différent. Mais en tout cas, ça nous prouve qu'on a notre place en National 1, qu'on a construit un bon groupe. Surtout de venir gagner ici pour nous, qui sommes une équipe de promus face à un club référencé en National 1, qui avait fait un bon début de championnat, qui était au complet.
on a une équipe qui est montée grâce à sa défense. On a ces valeurs-là, donc c'est ce qu'on a essayé d'appliquer là ce soir. On avait préparé un plan de jeu qui a bien fonctionné et on a été devant tout le match. Ils sont revenus 1, 2, 3, 4 fois et on n'a pas craqué, donc avec une salle pleine. Donc c'est une très grosse satisfaction même. Et fin de série donc pour Chaland, une 7e journée et une 7e position au classement pour le VCB. Vous le voyez, les Chalandais perdent 2 places dans cette poule A de National 1. Mais dans cette poule, la bonne nouvelle du week-end est venue des Sables d'Olonne en déplacement à Lorient. Les Sablés ramènent un premier succès cette saison, victoire nette et sans bavure, 104-77. Les Sables ne sont désormais plus lanterne rouge à la différence de Panier. Un détour cette fois en National 2 masculine, un 2e succès de rang pour le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket opposé à Auch. Samedi soir à domicile, les Georgeois s'imposent 79-73 et se maintiennent à la 7e position. Et en ce lundi, nous avons également une pensée toute particulière pour le club. Il y a un an, le corps de Thomas Ciré, licencié au club, était retrouvé sans vie à Montaigu-Vendée. Quelques-uns des amis de Thomas et membres du club de Saint-Georges ont ainsi participé hier dimanche à une marche blanche pour lui rendre hommage. Sans transition, je vous propose à présent d'ouvrir notre page football, week-end marqué par le 6e tour de la Coupe de France. 6e tour et 6 formations vendéennes encore en lice, parmi lesquelles Le Poiré-sur-Vie et Fontenay-le-Comte. Un replay du match du week-end dernier où s'étaient imposés les Genoux. Le Poiré en rouge, Fontenay en bleu. En tout début de partie, ce coup franc de Romero pour Fontenay ne trouve personne. 22e, les Fontenaisiens manquent l'ouverture du score. Personne pour reprendre ce centre. Le début de match est clairement à l'avantage du VFF. Joël Milimono est ici à la passe pour Omombe et Poyo, mais l'attaquant bute une première puis une seconde fois sur le portier des Genoux. Le numéro 11 du VFF coupable sur cette action d'un pied bien trop haut sur Léo Berlin. Jeu dangereux et sanction logique. Carton rouge à la 35e pour Pierre-Ange Omombe. Désormais à 11 contre 10, le Poiré tiendra ici sa meilleure occasion avec cette reprise non cadrée de Jordan Cuvier. 0-0. Après 45 minutes, les conditions se dégradent en deuxième période. De très grosses rafales de vent et la pluie qui tombe en continu ne facilite pas le jeu. Comme en fin de première, les Genoux se montrent de nouveau les plus entreprenants, mais manque de précision face au but. Fontenay n'aura pas plus de réussite que les hommes du Poiré-sur-Vie. Et puis à la 87e minute, on croit alors à l'ouverture du score avec ce centre de Léo Berlin qui trouve Crayé, mais superbe arrêt réflexe de Noah Renou dans les cages. Score toujours nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. La qualification va donc se jouer au tir au but. Fontenay manque sa deuxième tentative. En face, le Poiré réalise un sans faute. Ibrahim Assi pour les Genoux va même stopper la dernière tentative fontenaisienne. Le Poiré s'impose dans cette séance 4-3 et peut chanter et danser sous la pluie. Le club sera au 7e tour de la Coupe de France. Le coach des Genoux, Rabi Zeroual, et le capitaine fontenaisien Alexandre Dupas étaient au micro de Daniel Lelanne. Un match pas facile, un match de Coupe de France. Voilà, face à un très bon adversaire qu'on connaît bien puisqu'on a joué la semaine dernière. Et jouer 2 matchs à domicile contre le même adversaire, on voit bien que c'est pas facile et que c'est même une tâche plutôt difficile. C'était rugueux. Je dirais que l'adversaire même a plutôt fait un excellent match. Nous, c'était plutôt poussif. Voilà, on n'avait pas d'inspiration. On ne fait pas notre meilleur match. Après, ce qu'on retient en Coupe de France, c'est la qualification. Et je félicite les gars, puisqu'on gagne au tir au but. Ce qui est positif, c'est que les 3 dernières saisons, on sort en Coupe de France au tir au but. Et là, on a réussi à vaincre le Cynégien, si je peux dire, et se qualifier pour le 7e tour. Par contre, il faut avoir conscience que ce qu'on a fait n'est pas suffisant pour pouvoir durer dans le championnat, n'est pas suffisant pour éventuellement passer d'autres tours. Voilà, faut en avoir conscience, les joueurs en ont conscience. Mais encore une fois, on retient la victoire, on savoure ce soir et dès le début de semaine prochaine, se remettre au travail, puisque ce qu'on a produit ce soir, c'était pas non plus notre meilleur match. C'est difficile de perdre au pénalty comme ça, on avait bien entamé, on était venu ici pour essayer de leur poser des problèmes et être le plus solidaire possible, voilà, essayer de respecter ce qu'on a mis en place pour gagner ce soir et je pense qu'on entame plutôt bien le match. C'était assez équilibré mais on était bien dedans. Après il y a ce rouge à 10 minutes de la mi-temps qui nous fait mal. Voilà, c'est un coup du sort donc après on s'est bien réorganisé. La deuxième mi-temps bien remobilisé. Je pense qu'on a fait les efforts ensemble, on a vu qu'on était solidaires pour essayer pourquoi pas de marquer dans un premier temps. On a eu les occasions en deuxième, 1 ou 2 et puis au pénalty après c'est la loterie donc c'est dommage.
Ils seront 4 au prochain tour. 4 clubs vendéens se feraient un chemin au 7e tour de cette Coupe de France. Samedi, logique respectée au Stade du Lay. Les Herbiers sont allés se qualifier sur la pelouse de Mareuil 3-0 à l'image du Poiré-sur-Vie. Esnay, pensionnaire de R2, a également validé son billet lors des tirs au but. C'était sur le terrain d'Orvaux, club de R1. Et puis hier dimanche, Chalence en est également sorti. Victoire 2-0 face à la JSC Bellevue. Toujours en Coupe de France, mais cette fois du côté des féminines. On disputait hier dimanche le 4e tour de la compétition. Les Herbiers et la Roche ESO sont allés s'imposer très largement à l'extérieur. Victoire respective face à Rezé et les Verchers Saint-Georges sur Layon. La Roche VF se qualifie également sans trembler à Saint-Nazaire. Fin de parcours en revanche pour Saint-Georges-Guillonnière, battu par la Croix-Blanche d'Angers. On continue à parler de coupe et je vous emmène cette fois du côté de Montaigu au pôle sportif Maxime Bossis. C'est là-bas que se disputait la semaine dernière la 5e édition de la Montaigu Futsal Cup, tournoi international de foot en salle. Et samedi soir, la finale opposait l'équipe de France à l'Espagne, toutes deux vainqueurs du Portugal et de la Pologne sur les matchs. Un tournoi qui regroupe les sélections donc avec des joueurs de moins de 19 ans. Une première période où les deux gardiens, vous le voyez, brillent par leurs arrêts respectifs. L'ouverture du score va intervenir juste avant la mi-temps. Les Espagnols vont être au corner. Antonio Anasco sur la gauche tire ce corner qui est dévié dans son propre but par un tricolore. L'Espagne mène 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la Roja fait le break sur cet extérieur du pied droit de Daniel Ruano. 2-0, les Français réagissent mais ne trouvent pas encore le cadre dans cette rencontre. 2 minutes plus tard, le numéro 7 espagnol remet ça et s'offre un doublé entre les jambes. 3-0 désormais, les buts s'enchaînent et les Bleus vont ouvrir leur compteur. Ismaël Megrous suit bien cette action et trompe le portier adverse. Cela fait désormais 3-1, mais la France va de nouveau concéder un but. Oublié par la défense, Anasco inscrit lui aussi un doublé. Et alors que l'on entre dans la dernière minute du match, le capitaine Tom Kolski réduit l'écart 4-2. Dans la foulée de l'engagement, la France revient même à 4-3 par Younes Oubrik. Les Bleus sont tout prêts de renverser ce match, mais ne reviendront pas au score sur cette ultime tentative. Menée 4-1 à 2 minutes du terme, l'équipe de France s'incline 4-3 et c'est donc l'Espagne qui remporte cette 5e édition de la Montaigu Futsal Cup. La France termine 2e. Quelques regrets forcément pour le coach des Bleus, Clément Lerebourg, mais il y a aussi du positif, propos recueillis par Thibaut Grasque. C'est sûr que là, à l'instant présent, il y a une petite déception parce qu'on est des compétiteurs et qu'on méritait, on avait envie en tout cas d'aller chercher encore mieux que ça et que je pense que sur l'ensemble du match, on méritait peut-être un peu mieux. Maintenant, effectivement, il y a eu des temps du match où on a moins bien géré, avec moins de maîtrise, des situations, des faits de jeu aussi. Donc voilà, il y a la déception, mais globalement, elle va vite s'effacer pour laisser place à de la satisfaction parce qu'on démarre avec une nouvelle génération. On était venu chercher des réponses sur le niveau de ce groupe-là, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place avec ces garçons-là. Et il y a un gros positif. On a 2 victoires et une courte défaite contre l'Espagne. Mais au-delà du résultat, il y a eu du contenu. Bilan positif de la semaine à tous les niveaux. Mais quand on est compétiteur, le petit bémol, c'est le dernier match, forcément. On a eu des résultats qui étaient assez serrés avec 3 nations phares, l'Espagne, le Portugal et la France qui étaient vraiment au top niveau. Et une belle surprise qui était la Pologne qui finalement perd d'1 ou 2 buts sur chaque match. Donc on avait un plateau sportif qui était très relevé. C'est aussi le retour qu'on a de la sélection portugaise et espagnole qui sont très contentes d'être venues ici. L'objectif pour la Fédé, c'est de mettre en place un tournoi qui permette justement de préparer les échéances internationales à l'Euro 2025 pour cette catégorie. Mais au jour d'aujourd'hui, le plateau qu'on propose, c'est quasiment un plateau européens qu'ils retrouveront dans 2 ans. Depuis l'année dernière, on a beaucoup de public. Je ne peux que les remercier de cet engouement parce que nous, ça nous fait grandir. Nous, ça nous repousse toujours dans nos retranchements et ça nous fait hyper plaisir de pouvoir voir que le futsal est de plus en plus connu. Allez, je vous propose à présent d'enchaîner avec quelques classements. On va commencer avec du handball et pour Pouzauges, quand rien ne va. 8e défaite de rang pour le PVHB et les Pouzaugeais qui menaient pourtant 14-9 à la mi-temps s'inclinent finalement 25-23 face à Ivry. Les joueurs de Steve Berger sont désormais distancés et restent derniers de leur poule de National 1 masculine. En National 1 féminine, les Lyonnaises se sont bien reprises. Après 2 défaites de rang, l'équipe première de La Roche est allée s'imposer à Bruguière 28-24. 2 places de gagné au classement pour le RVHB qui pointe désormais à la 4e position après 7 journées. Une 7e journée bien plus délicate en revanche ce week-end pour l'équipe réserve de La Roche en déplacement du côté de Bègles. Les Vendéennes s'inclinent lourdement 44-24 avec ce 3e revers consécutif. L'équipe 2 du RVHB glisse en dernière position avec 8 points au compteur. En ring hockey, à présent un coup d'œil sur le classement de la N1 Elite. La Vendéenne perd une place et se range actuellement en 8e position. Les joueurs de Marc Salicru n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul samedi soir face à Ploufragan.
Guingamp, 2 buts partout à la maison. Et non loin de l'Angelmière, on jouait également du côté de la patinoire Arago samedi soir à La Roche-sur-Yon, 4e journée de D2. En hockey sur glace et surprise, le Hogli s'incline 4-1 face aux Français volants de Paris. Un revers qui n'a pas d'incidence sur la première place puisque vous le voyez, les Lyonnais conservent la tête de leur poule. 9 points, une différence de but plus favorable. On termine cette page classement avec un point comptable sur les résultats en volley. En N3 masculine, d'abord Boufféré s'incline dans le 5e set sur le terrain de Saint-Herblain. Les garçons de Khalid Satour restent donc bons derniers de leur groupe et toujours sans victoire après 3 rencontres disputées. Et puis en National 3 féminine, enfin, défaite plus sèche cette fois pour les joueuses entraînées par Hugo Moussion. Montgermont s'impose 3-7-0 face à Boufféré. Au classement, les Vendéennes se maintiennent toujours en 10e position à l'issue de cette 4e journée. Je vous propose maintenant de nous intéresser à une discipline que l'on connaît peu mais qui fait bien partie du paysage sportif vendéen. Cette discipline, c'est la force athlétique et nous vous en parlons puisque samedi se tenait du côté de Challans une manche qualificative pour les prochains championnats nationaux. Une épreuve organisée par l'association chalandaise Force Athlétique Club et Musculation. La force athlétique est une discipline un peu comparable à l'haltérophilie. L'activité physique se compose de 3 mouvements, la flexion de jambes, le développé couché et le soulevé de terre. Le but étant de réaliser chaque mouvement avec la plus lourde charge possible. Et ce samedi, vous le voyez dans l'une des salles du complexe Michel Vrignot, l'épreuve ne se concentrait que sur un seul de ces 3 mouvements, à savoir le développé couché. Les compétiteurs passent par la pesée pour s'assurer que leur poids de corps correspond à leur catégorie et ont ensuite 3 barres à soulever. Chacun choisit ses poids en fonction et une fois en position, les participants ont 1 minute pour réaliser ce mouvement de flexion puis d'extension en position couchée. L'objectif du week-end était d'atteindre les minima requis pour se qualifier pour le championnat de France qui se tiendra en février 2024 à Cognac. Et samedi, la plus grosse barre soulevée sur cette épreuve était de 137,5 kg. Une barre réussie par Serge Myrtil, président du club de force athlétique de Challans, que je vous propose de retrouver au micro de Daniel Lelanne. Aujourd'hui, nous organisons une compétition de force athlétique, mais que le développé couché, le premier mouvement. Donc c'est comme tous les sports de force qui demande toujours à être meilleur que son adversaire. Il y a d'autres disciplines. L'autre discipline, c'est les 3 forces. Donc il y a le squat, le couché et le soulevé de terre. C'est à partir de 14 ans. Donc les cadets, sub-junior, junior, et après c'est open, et après c'est master, et après c'est vétéran. Là, nous avons 12 compétiteurs aujourd'hui, et les 12 compétiteurs participent tous à une qualification pour le championnat de France. Donc ça demande du travail, ça demande de la technique, parce qu'il faut répéter ses gammes sans arrêt, le placement, où vous mettez les coudes, comment on pousse, les appuis. Donc aujourd'hui, nous sommes 7 du club de la FACEM à participer à cette compétition, qui sont susceptibles de se qualifier pour le championnat de France. Aujourd'hui, c'était qualificatif pour les France juste développé couché. Parce qu'il y a 2 disciplines, il y a les forces athlétiques, les 3 mouvements, et le développé couché seul, juste le développé couché en une compète. Alors il y a 3 mouvements, il y a le squat, flexion de jambes, développé couché qu'on a fait aujourd'hui, et le soulevé de terre. Et en fait, on fait le total des 3, et c'est celui qui a soulevé le plus lourd au total qui remporte la compète. Aujourd'hui, ça vous déporte pour les plus jeunes du club, pour pourquoi pas essayer de se qualifier pour les championnats de France à venir. C'est un sport individuel, mais il y a quand même l'esprit d'équipe. Donc s'il y en a qui veulent essayer, vous êtes bienvenus à la FACEM. Et comme épilogue de ce 85 chrono, direction la Normandie pour quelques images de voile. Vous le savez, ce week-end s'est lancée la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Un départ modifié en raison des conditions météo très difficiles de dimanche à 13h05 hier. Les premiers à partir, vous le voyez, étaient ici les 5 trimarans géants de la classe ultime. Les Ocean 50 auront ensuite emboîté le pas avant que les monocoques de la classe 40 n'achèvent cette journée de départ. Et après avoir fait le tour de la Bretagne, les 6 Ocean 50 sont d'ailleurs déjà tous arrivés à Lorient, port d'escale, en attendant le passage de la tempête. Les classes 40 sont eux aussi attendus prochainement dans le Morbihan. Pas d'escale en revanche pour les ultimes qui devraient avoir franchi le golfe de Gascogne avant le mauvais temps attendu dès mardi soir au final. Et c'est l'une des informations à retenir. Seuls les IMOCA sont donc restés à quai dimanche. Pas de départ programmé pour l'heure avant la fin de semaine pour les 40 équipages IMOCA. Réaction contrastée du côté des skippers vendéens. Je vous propose d'écouter 2 d'entre eux. Arnaud Boissière tout d'abord pour la Micaline, Emmanuel Cousin pour Coup de pouce Giffard Manutention. Le phénomène, ça fait quand même quelques jours qu'on va arriver. Les rafales à plus de 100 nœuds, ça fait un moment qu'on voit le système arriver. Ça fait quand même un moment qu'on discute entre skippers avec les météorologues avec qui on travaille, qu'on voit le truc arriver. Donc ça fait un moment qu'on sait que ça va être chaud. La flotte IMOCA en plus, entre le premier et le dernier, elle est quand même assez disparate. Donc voilà. Nous on passait limite.
Clairement, c'est un soulagement. C'est vrai qu'on regarde cette dépression depuis quelques jours. Clairement, hier soir, quand on a vu les dernières données météo, c'était vraiment... on avait vraiment peur, en fait. On avait une grosse boule au ventre. Et là, on sait la décision et que je trouve légitime du directeur de course, qui ne doit pas être facile à prendre. Mais je trouve qu'on est tous soulagés parce que ça aurait été... je pense qu'on risquait une catastrophe, clairement. Bien voilà, vous savez tout de l'actualité sportive de ce lundi 30 octobre 2023. Prochain rendez-vous sport sur TV Vendée, c'est dès jeudi soir 18h45 avec Aurélien Huard. D'ici là, très belle fin de soirée à tous et bonne semaine sur TV Vendée.